Les chercheurs mettent la métropolisation au rang des phénomènes majeurs ces 50 dernières années comme un pendant local du phénomène de mondialisation. Quelles évolutions majeures se cachent derrière ces mots, tant utilisés donc pour nous, habitants ou acteurs de l'action publique ou privée, ou même vous les élus. Quand on évoque la métropolisation, il s'agit pourtant de quelque chose de tout à fait quotidien, c'est-à-dire de l'habitat, de l'économie, des mobilités et même des modes de vie. Nous avons choisi 2 cycles de conférences pour nous aider dans ce défrichage à partir de ce qui nous a semblé donc le plus prégnant, bien qu'en réalité ces thématiques soient entrelacées. Un cycle sous l'angle plutôt des modes de vie que nous avons initié le 24 septembre avec Marie-Christine Jaillet, avec l'appartenance métropolitaine, poursuivi le 8 octobre avec Stéphanie Vincent-Gesselin sur l'émergence des grands mobiles. Compte tenu d'un agenda très chargé pour permettre à nos publics de nous suivre, nous avons pensé décaler la dernière conférence de ce cycle à début 2016. Nous la souhaitons sur des aspects plus politiques du vivre ensemble. Et un deuxième cycle sous l'angle des mobilités. Nous avons entendu Olivier Mongin le 28 mai sur le fait métropolitain, Jean-Pierre Orfeuille sur les limites de nos systèmes de mobilité, de nos modèles de mobilité, le 16 juin. Et recevons ce soir Ludovic Albert, que je salue. Il est chercheur au CNRS, au laboratoire technique, territoire et société de l'Université Paris-Est, maître de conférence à l'école des ponts Paris-Tech, enseignant à l'Institut français d'urbanisme, et on compte sur vous pour nous éclairer sur l'évolution des systèmes productifs et l'impact sur les mobilités économiques. Ou plutôt, l'inverse, c'est-à-dire comment l'évolution des mobilités a fondé progressivement ce que l'on appelle l'avantage métropolitain. Il n'y a de vraie métropole en France que Paris. Pourtant, la métropolisation en Alsace est en marche. Strasbourg est Eurométropole, et le titre est attirant, comme l'appétit de Reims ou de Nancy pour cette qualification le montre. La métropole en opposition aux territoires moins denses. La reconnaissance de l'avantage métropolitain ne sonnera pas, je l'espère, devant le président du conseil départemental, comme une provocation à l'égalité des territoires. Pourtant, est-il possible de penser que notre économie peut se répartir également dans les territoires ? La réponse, j'ai pu en parler avec Robert Herrmann, pour lui c'est plutôt non, car le monde a changé depuis l'époque industrielle. Les solidarités territoriales économiques ne s'exercent certainement plus de la même façon dans un monde, en tout cas pas de la même façon dans un monde de production principalement de biens d'équipement, à une certaine époque, donc comme à celle maintenant d'une économie de production de biens plutôt immatériels, nécessitant la mobilisation de ressources diverses. Et on le verra plutôt quelquefois de longue distance. L'inégalité des territoires est une question qui se pose à différentes échelles. Elle apparaît actuellement dans notre façon de penser la grande région, dans les relations entre Reims, Metz, Nancy, Mulhouse et Strasbourg. Chacun aspire à une mise en réseau plate. Le rôle de Strasbourg comme hub reste un impensé. Tout autant à l'échelle de la région Alsace, à l'échelle des communes de l'Eurométropole, notre imaginaire en est resté souvent à l'idée de territoires qui fonctionneraient côte à côte et à qui on devrait l'égalité. Alors que le monde a changé, en les imbriquant, en les recomposant, en confortant les différenciations et multipliant les apports réciproques, en faussant les périmètres à l'aune desquels cette mesure d'égalité aurait pu être prise. Peut-être qu'au lieu de couronne, nous devrions adopter le vocabulaire de réseau pour rendre compte de cette réalité installée. Les intercommunalités comme l'Eurométropole de Strasbourg, et donc Robert Herrmann l'avait dit notamment dans la presse, l'avait rappelé dans la presse, ont d'abord été utilisées, sinon créées, pour gérer des questions techniques sur leur périmètre, comme les ordures ménagères. Puis ensuite ont porté de grands projets urbains, comme le Zénith ou le tram. Est arrivé le temps où on attend d'elles qu'elles soient stratèges. Le développement passe maintenant par un jeu d'alliances à des échelles bien plus vastes que les seules communes et intercommunalités. Le rôle de l'Eurométropole est d'ouvrir à ces territoires alliés internes et externes des opportunités
qui ne serait pas sans ces alliances, un rôle de moteur donné par l'avantage métropolitain. Cette question mérite approfondissement. Comment des mises en réseau entre des villes-centres et d'autres communes peuvent-elles permettre des retombées collectives? Par quelles alliances, en changeant d'échelle, entre Strasbourg, Mulhouse, Karlsruhe, mais aussi Colmar et probablement Haguenau, Molsheim passe le confortement de notre potentiel alsacien? Pouvons-nous, au moins partiellement, dépasser cette idée première de concurrence entre territoires à ces échelles? Nous avons besoin de décoder dans un fonctionnement en réseau ce que signifie un rôle de hub, de centre, de ville capitale de région. L'avantage métropolitain pourrait donc apparaître comme un sujet très politique, voire presque comme une question taboue. Il est temps que les éclairages que vous voudrez bien nous apporter nous aident à décoder ce dont est fait cet avantage métropolitain et si nous y avons collectivement intérêt et dans quelles conditions. La concurrence entre territoires à cette lumière, je l'espère, pourrait devenir reconnaissance de chaque territoire dans toutes ses spécificités, son potentiel, son identité. Et nous pourrions, sur ces bases, construire les termes d'une négociation entre territoires pour le renforcement de cet avantage métropolitain à notre échelle et de ses retombées collectives sur les différents territoires de l'Eurométropole, du département, du système alsacien et de la grande région. Il y a 4 éléments que je voudrais discuter avec vous pour essayer de se familiariser, de creuser un petit peu cette notion de métropolisation, donc un processus. Premièrement, j'aimerais vous rappeler que ce n'est pas quelque chose de spécifique à notre temps, la dynamique de métropolisation. Qu'on le retrouve, sont des figures anciennes, dès l'Antiquité, et qui renvoient, ce sera un point central, pas à ce processus plus large qu'est l'urbanisation, que l'on connaît tous comme fait presque total de nos sociétés, mais au fait que nos sociétés sont devenues beaucoup plus mobiles, d'où le lien avec la thématique de ce cycle de conférences. Ensuite, puisque c'est la mission qui m'a été confiée et que j'ai accepté de relever, on va plutôt s'intéresser à la dimension économique de ce processus, qui n'épuise pas d'ailleurs la variété des dimensions de la métropolisation. Donc, on va essayer de se réfléchir à comment les nouveaux modes de production économiques tendent à reposer sur, dans mon jargon de chercheur, là j'appellerais des dispositifs socio-spatiaux, que sont les régions métropolitaines, qui correspondent bien à ce temps où on emploiera quelques gros mots, la mondialisation, financiarisation, innovation. Par ailleurs, vous aurez peut-être la curiosité de vous intéresser à savoir pourquoi ces espaces-là sont particulièrement adaptés à l'évolution des modes de production. Et c'est ce que j'ai qualifié là dans mon petit bouquin l'avantage métropolitain. J'insiste tout de suite sur le fait que ce n'est pas une apologie, ni un modèle que j'essaie de défendre. J'observe des types de fonctionnement d'espaces particuliers qu'on qualifie de métropole. Et puis enfin, on essaie de regarder dans un dernier temps comment l'action publique se saisit, transforme la dynamique de métropolisation comme un objet de politique, et quels types de politiques sont menées au titre de la reconnaissance de ce processus de métropolisation. Voilà donc en 2 minutes ce que je vais essayer de faire. Et d'emblée, j'aimerais commencer par réfléchir avec vous sur cette histoire au long cours qu'est la dynamique de métropolisation. Ce sont des figures, un terme qui apparaît pour qualifier, la Grèce antique. Les métropoles, stricto sensu, sont les villes-mères, qui ont projeté, depuis la Grèce, une partie de leur population sur le pourtour méditerranéen. Et ce qui unit ces espaces-là, ce sont des institutions communes, comme la monnaie, ce sont des échanges très importants marchands, et des technologies de transport, comme la trière. Donc ce qui fait métropolisation, lorsqu'on l'observe historiquement, c'est la mise en réseau d'un ensemble d'espaces urbains qui échangent, qui ont des échanges marchands très importants. Et alors, on peut se promener à travers les temps. C'est un peu rapide, je le conçois bien, mais la Rome antique, l'Empire romain, c'est cet espace qui se constitue sous forme de réseau et qui exploite des ressources à mesure que s'unifient
l'espace politique ou géopolitique dominé par l'Empire, qui donc extrait des richesses de manière asymétrique. Hein, on n'est pas dans le processus de métropolisation dans quelque chose qui est égalitaire d'un point de vue spatial. Jamais. On le retrouve au Moyen-Âge, avec les villes marchandes de la Hanse, dans les pays du Nord, ou les villes italiennes, qui constituent un réseau marchand, qui donc forment ces espèces de métropoles. Les historiens, comme Fernand Braudel, appelaient ça des villes-mondes. Les capitales d'empire, enfin vous voyez où je veux en venir, c'est le même type de fonctionnement. Et puis, dans les temps plus contemporains, on observe à la surface de la planète un réseau qui, pour le coup, s'est mondialisé, c'est-à-dire à mesure que l'espace s'est unifié, on observe le renforcement de ces régions métropolitaines qui fonctionnent en réseau. Ce qui compte donc dans cette présentation, ce n'est pas le processus d'urbanisation, puisque ça a eu lieu dans des sociétés qui étaient à dominante rurale. Hein, on l'observait déjà dans les sociétés à dominante rurale. Mais dans notre monde urbanisé, ça renvoie à un processus qui est lié à l'hypermobilité. Donc distinguons tout de suite deux concepts, comme ça ce sera fait. L'urbanisation, donc le fait que les populations tendent à vivre dans des espaces urbains. Vous le connaissez, ça fabrique la concentration dans des grandes agglomérations. Vous voyez, la part des très grandes agglomérations a tendance à s'accroître à l'échelle du monde sur ces 30 dernières années, et les plus petites, et en particulier alors les espaces ruraux, ont tendance à peser moins dans la population totale. Mais ça, ce processus-là, ça fabrique, vous voyez, la cartographie de ces grandes agglomérations. Ça, on le qualifie, entre démographes et géographes, dans cette petite communauté, on appelle ça des mégapoles, des très grandes villes, des très grandes agglomérations. On n'a pas besoin du terme de métropolisation pour évoquer cela. Ce qu'évoque le terme de métropolisation, c'est cette autre évolution de nos sociétés, qui sont bien décrites dans le bouquin de Manuel Castells, par exemple, qui est la mise en hypermobilité. Et ça renvoie, je vous le rappelle rapidement, parce que je m'imagine que ça va faire écho à plein de choses, à trois évolutions, trois processus concurrents qui trouvent leur origine il y a à peu près 2 siècles et qui se sont accélérés ces 20 à 30 dernières années. Le premier processus, ce sont des transformations technologiques. On déplace plus facilement, grâce à des technologies qui vont du moteur à explosion jusqu'aux satellites, les biens, les marchandises, les personnes, les idées. Il y a bien une dimension technologique qui facilite l'unification du monde et qui renforce donc la mobilité des populations. Ceci, moi je souhaiterais ou je plaide pour qu'on ne tombe pas dans une espèce de déterminisme technologique, ça s'accompagne, c'est soutenu d'ailleurs par un projet politique qui se met en œuvre à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale et qui va s'accélérer avec la mise en place des politiques néolibérales des années 80 jusqu'à nos jours, où on voit l'affaiblissement de certaines barrières tarifaires, des douanes, sur les échanges de biens par exemple, ou financières. Et puis enfin, il y a une dimension plus économique, si on veut aller par là, même si d'une certaine manière tout cela est de l'économie et réciproquement tout cela est politique. Il y a de nouvelles façons de produire qui se mettent en œuvre, avec une division internationale des tâches, qui n'est plus simplement purement horizontale, verticale, avec des centres de production du savoir qui sont dans les pays dits industriels et puis les activités manufacturières dans des pays lointains. On est passé à des formes beaucoup plus horizontalisées que je vais essayer de qualifier après. Et ça, peut-être c'est un résultat contre-intuitif, ça n'aboutit pas à ce que l'on a pu croire ou ce qu'on nous a raconté, beaucoup de futurologues ont un peu essayé d'insister sur cette dimension-là, puisqu'on se déplace plus facilement, puisque les technologies, les frontières ont tendance à s'affaiblir, on en viendrait à un monde qui deviendrait plat. Peu importe où l'on se trouve, après tout, il suffit d'un clic de souris ou d'une connexion Internet pour pouvoir échanger avec le reste de la planète. Il n'y aurait plus d'importance à la proximité ou à la géographie. On a parlé du village global, de la mort de la distance, et puis là, plus récemment, le monde est plat. Et ça, souvent, ça repose, excusez-moi, j'ai gardé en anglais, sur une lecture très technologique des évolutions en cours. Nos travaux, collectivement, de la communauté académique, montrent que s'il y a bien des évolutions qui facilitent les circulations,
de manière d'ailleurs très sélective, le fait que les circulations soient facilitées, c'est de manière très sélective encore, eh bien ça tend plutôt à renforcer des métropoles. Alors, ici, je suis attaché à mon pupitre, vous avez une cartographie qui représente la population à la surface de la planète, donc on retrouve les principaux bassins de peuplement historique. Et puis ici, vous avez un indicateur de richesse, mais on pourrait aussi prendre, un indicateur de créativité, que seraient les brevets. Vous voyez que plutôt que d'avoir un monde qui s'est aplani, on a un monde qui a au contraire beaucoup plus de piquant que sont les régions métropolitaines, qui se trouvent aussi bien dans certaines parties des nords que dans certaines villes des suds. Donc ce que l'on observe, c'est plutôt une tendance qui est qualifiée dans notre jargon de métropolisation, qui est la concentration de certaines fonctions d'hypermobilité dans certains espaces urbains. Dites autrement, on peut être une très grande ville et pas être une métropole, l'inverse étant à discuter. Est-ce qu'on peut être une métropole sans être une relativement grande ville ? J'y viendrai après. Voilà, ça c'était des éléments de contexte que j'essayais de bien imposer, parce que sinon on a vite tendance à confondre deux processus qui sont finalement très distincts, même s'ils ont lieu de manière concomitante. Alors, peut-être que maintenant il est temps de nous intéresser à ces évolutions des systèmes de production, de l'économie, la manière dont on produit des biens et des services, c'est aussi simple que ça. Et au type de géographie que ça produit, on verra comment, du coup, les métropoles tirent leur épingle du jeu. Alors, moi, je vais utiliser 3 gros mots pour parler de l'économie contemporaine. C'est forcément un peu simplificateur, mais peut-être que tout n'est pas complètement faux dans ce que je vais vous raconter. Le premier auquel on assiste, ce serait un processus de mondialisation. Le fait que nos économies ont tendance à fonctionner à une échelle qui serait plutôt mondiale. En réalité, on sait qu'il y a beaucoup d'angles morts dans cette mondialisation, beaucoup d'espaces qui sont laissés en dehors. Et cette mondialisation, elle repose sur 3 évolutions. Il y a tout d'abord des échanges de biens marchands qui se font à longue distance. C'est donc une mondialisation commerciale qui se met en œuvre dans les années 50-60, notamment à travers la baisse des tarifs douaniers. Ensuite, on a, et qui se traduit donc, vous le voyez, par une explosion et une intensification des échanges entre économies nationales. Au point que, là c'est en bleu, la part des exportations et des importations dans le PIB est devenue extrêmement importante. Bref, une imbrication croissante des économies en termes d'échanges marchands. À partir des années 70, on assiste aussi à une globalisation industrielle. À peu près tous les vêtements que vous portez ici, le siège sur lequel vous êtes assis, ce que je tiens, a été évidemment conçu dans un endroit, plutôt dans certaines régions métropolitaines des Nords, et produit, distribué, circulé entre de nombreuses, à l'image de l'iPhone là, entre de nombreux pays. On voit très bien donc cette globalisation industrielle. J'insiste sur le fait qu'on est quand même déjà, si pour la plupart de nos vêtements on est sur des relations encore très centre-périphérie, la conception est peut-être faite à Roubaix encore, et puis la production dans une usine du Bangladesh. Beaucoup de produits sont désormais horizontalisés. Ce que je tiens dans ma main a pu être conçu dans la Silicon Valley, mais aussi à Bangalore en Inde, pour la partie logicielle. Donc ce n'est pas simplement une division en fonction de la valeur ajoutée, comme on pourrait avoir tendance à le réduire. Et ça se traduit par la multiplication de ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger. On a beaucoup d'acteurs privés qui, pour justement se mettre à l'échelle, déploient, investissent, construisent des usines, construisent des centres de R&D, construisent des points de distribution à l'échelle de la planète. Et puis le dernier aspect, qui est plus récent, qui est mis en place avec ce qu'on appelait le Big Bang des années 80-90, c'est la déréglementation financière, qui fait qu'aujourd'hui, à l'échelle de la planète, cette élite financière qui gère nos capitaux est à peu près capable de le faire circuler de manière continue dans l'espace et dans le temps. Donc on voit bien cette mondialisation sous toutes ses formes, qui a connu donc des phases, là je vous les ai rappelées, qui renvoient avec des indicateurs qui sont un peu différents, et puis des entreprises qui ne sont pas tout à fait les mêmes à chaque fois, mais le tout a tendance à se conforter.
Et là où ça nous intéresse, c'est que ces activités, les sièges sociaux, les services financiers, les grands services aux entreprises, donc les avocats internationaux, le consulting, l'ingénierie, les télécoms, ont plutôt tendance à se localiser dans ce qu'on a appelé des villes globales. C'est le travail de Saskia Sassen, par exemple, qu'on voit très mal ici, et qui se concentrent dans des métropoles. Alors vous voyez, celle-ci, c'est tiré du New York Times, c'est une métropole qui n'existe pas. Vous avez l'impression de voir la presqu'île, le sud de Manhattan, mais vous avez un ensemble de bâtiments qui proviennent de ces grandes villes mondiales qui sont interconnectées à travers ces échanges très nombreux. C'est sûr qu'on ne sait même plus s'il faut parler des villes globales ou de la ville globale, comme cet ensemble, ce réseau qui échange et contrôle, toujours de manière très asymétrique, la création des richesses et son accumulation. Deuxième point, parce que l'on est très loin, tiens, je vais vous donner l'exemple, là, moi, celui que j'aime bien, là, de la machine à laver, là, de la machine vedette qui était sur un cycle, historiquement, dans une production de masse Fordis, on était sur un cycle à 30 ans, quoi, avant qu'on change de modèle, il fallait à peu près 30 ans. On observe une évolution très forte des cycles de vie des produits, d'ailleurs programmée, cette fin de vie des produits, ou simplement liée à tout un tas d'agilité de la part de nos ingénieurs et des professionnels du marketing, qui fait que, excusez-moi, eh bien, lorsqu'on avait un cycle de vie qui était très long, avec des périodes là où le pas de temps pouvait être une trentaine d'années, qui permettait justement la division entre pays dans l'espace, on est passé à quelque chose de différent. C'est ce qu'on a dans notre poche pour certains d'entre nous, tous les ans, une version nouvelle d'un produit, ce qui suppose que beaucoup de l'activité économique repose maintenant sur la capacité à créer de la nouveauté. Des nouveautés qui en sont ou qui en sont pas, c'est pas la question tant qu'on continue d'acheter. On vote avec notre portefeuille, je m'imagine. Et qui affecte tout type de produits. Alors c'est les nouvelles technologies, mais c'est aussi maintenant ma machine à laver qui n'arrête pas de changer en permanence. Ça renforce les fonctions au sein des entreprises qui sont en amont, qui sont en aval, qui sont les fonctions de process, qui sont devenues essentielles dans la production de richesses. Alors, je vais vous donner encore un exemple. Dans le modèle Fordiste, excusez-moi, j'anticipe un peu, on avait une division des tâches, les ingénieurs en blouse blanche qui concevaient, puis ensuite la production, puis la distribution. C'était une organisation très séquentielle. Les produits nouveaux, là, de manière un peu triviale, je vous propose le poulet industriel d'1,2 kg que l'on trouve dans nos assiettes parfois. Ça, c'est une innovation qui n'est plus du tout séquentielle. C'est une innovation qui a supposé des sociologues et des gens du marketing qui ont observé que les familles n'avaient plus que 4 personnes autour de la table et que donc 1 kilo, ça leur suffisait pour manger. C'est de l'innovation industrielle ou en termes d'agronomie et de traitements médicaux sous forme de ces tunnels. C'est des évolutions industrielles et puis une innovation dans la distribution. Bref, on est passé à un régime de production de l'innovation qui est beaucoup plus circulaire. Alors ça se fait parfois au sein d'une entreprise elle-même, ou dans cet exemple-là, entre de nombreuses entreprises. On parle donc à ce titre de l'ouverture d'une innovation qui est dans des modèles ouverts. Si je dois vous le représenter rapidement, traditionnellement les innovations étaient conservées au sein des entreprises, ça on dit que c'est les limites de l'entreprise, vous voyez, les projets de recherche, donner du développement, puis ça crée un produit. On essaie désormais, pour un nombre important d'entreprises, de passer à un modèle où, à tout temps, c'est-à-dire dans la recherche initiale, on mélange ce qu'on sait faire soi-même et puis ce que d'autres entreprises savent faire. Quand on le développe, on essaie de faire venir d'autres compétences extérieures et puis ça peut créer de nouveaux produits. Donc on a une dynamique qui est d'innovation très collaborative. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça m'appelle, en quoi est-ce que ça m'évoque les métropoles ? Vous allez le voir. L'importance de ces échanges qui permettent de développer des innovations, ça suppose d'être connectés les uns avec les autres, de faire appel à des compétences qui sont autour de soi. Samsung, par exemple, développe son incubateur. Il fait venir des jeunes diplômés qui sont là. Ce ne sont pas des salariés de Samsung. On est dans les locaux de Samsung, mais ils viennent là pour monter leur start-up.
avec le calcul que fait Samsung, que demain il pourra la racheter, c'est-à-dire qu'il n'aura pas porté en interne l'innovation, mais il va l'acquérir grâce à sa capacité financière. Et évidemment, le résultat, vous le voyez venir, c'est que pour développer ces formes d'innovation qui supposent des échanges très importants, il y a des dispositifs spatiaux qu'on appelle les métropoles. Parfois on dit que ce sont des villes créatives, des villes néo-industrielles, qui concentrent ces activités d'ingénierie, de R&D, artistique, design, etc., etc. Et puis enfin, permettez-moi d'évoquer dans un dernier temps cette évolution que l'on appelle parfois du terme un peu barbare de financiarisation. Ça renvoie à quoi? Ça renvoie premièrement au fait que les activités financières sont devenues très importantes dans la création de richesses dans nos sociétés. En pourcent du PIB, de la production nationale, eh bien, ces activités-là captent une large part de la valeur ajoutée. Au-delà de ça, c'est-à-dire au-delà de cette évolution sectorielle, vous le savez, vous qui travaillez dans une entreprise privée cotée en bourse, détenue par un fonds d'investissement, ou pour une collectivité qui est tenue de réduire son train de vie parce qu'elle doit rembourser de la dette auprès des marchés financiers, eh bien, on voit bien la diffusion de rationalité autour du risque et du rendement qui se diffuse à travers l'économie dans sa totalité. Et ça, bien encore une fois, ça repose sur des centres financiers internationaux. Et là, la liste est encore beaucoup plus restreinte. On parle d'une dizaine, une quinzaine de grands centres mondiaux. Le plus proche, ici, il y en a beaucoup autour de vous, puisque entre la Suisse, le Luxembourg, Paris et d'autres, vous êtes finalement bien entourés. Donc, j'ai essayé de qualifier ces grandes mutations. Alors, c'est toujours un peu caricatural. On aura peut-être l'occasion lors de l'échange de rentrer un peu plus dans le détail, mais d'insister sur le fait que dans cette unification de l'espace économique, qui a ses asymétries, qui a ses angles morts, il n'empêche que des hubs, des points qui concentrent certaines fonctions, les fonctions de mobilité et de circulation, sont en train de tirer leur épingle du jeu. Et ça se joue à différentes échelles. Et je vais vous le montrer maintenant. Ça se joue à une échelle qu'on va dire mondiale, c'est-à-dire vue de la Lune. Ça se joue à une échelle européenne, puis ça se joue au sein d'un système national. Et enfin, ça transforme l'intérieur même de ces régions métropolitaines. Permettez-moi de développer ce point-là. On a donc bien des métropoles qui sont en réseau, c'est-à-dire que, on le voit mal, mais le planisphère, là, cette espèce de camailleux des États qui organisent le monde, eh bien, se voit superposer un autre type de géographie. Ça ne veut pas dire que les États ne comptent plus, ce que je suis en train de dire, mais il y a d'autres formes de coordination à l'échelle planétaire que sont les régions métropolitaines. Et loin d'être dans une marqueterie d'aires juxtaposées, de territoires, eh bien, ce qui caractérise cette géographie, ce sont des circulations. On est donc passé de territoire, alors là, je vais vous dire des gros mots, mais de territoires qui reposaient sur la base d'une aire qu'ils gèrent, à proximité, à des territoires en réseau, des territoires réticulaires. Pensez une multinationale, pensez une diaspora, pensez même vos modes de vie. Vous avez probablement conscience que nous ne sommes plus attachés à une territorialité unique, ici à Strasbourg, mais qu'à travers différents modes d'interaction touristiques, de consommation, de professionnels, eh bien, les individus et les organisations, pour certaines d'entre elles, sont dans de multiples lieux. Ce qui donne donc lieu à des territoires réticulaires. Mais ce qui est vrai vu de la Lune est vrai vu d'un satellite géostationnaire positionné au-dessus de l'Europe. On a bien des systèmes urbains où certaines aires urbaines ont tendance à concentrer un peu plus que les autres des fonctions qui assurent ces circulations de longue distance. Alors, on a mené cette étude pour la DATAR avec d'autres collègues de Paris 1, Belges, Suisses, etc. Je ne peux pas citer tout le monde, mais enfin, le mérite leur en revient plus qu'à moi en réalité. On voit qu'en Europe, si on prend 25 indicateurs, alors je n'ai pas fait la liste là, mais qui témoignent de l'insertion d'un espace urbain dans des échanges, ça peut être le nombre de sièges sociaux, ça peut être l'accessibilité en transport, ça peut être les programmes partenariaux européens des scientifiques, bref, il y a plein de façons de mesurer ces échanges de longue portée.
eh bien on s'aperçoit qu'il y a, sur les 360 aires urbaines de l'Europe très large là qu'on a qualifiée, seulement une vingtaine qui se distinguent par un profil de très forte centralité dans des réseaux d'échelle européenne et mondiale. En France, vous ne serez pas surpris de remarquer qu'il n'y a que Paris, tout comme c'est le cas au Royaume-Uni, et c'est bien lié à une histoire pluriséculaire, ça fait depuis la construction de l'État au Moyen-Âge, et puis bien plus fortement dans la période moderne et contemporaine, qu'il y a des formes de concentration qui rejouent ici. C'est-à-dire aussi qu'il faut certainement être assez humble quand on prétend à vouloir transformer la place d'un espace urbain dans le réseau auquel il appartient, parce que les dynamiques sont à l'échelle de 50 ans, 100 ans. Cette étude-là, je ne devrais pas le dire parce que c'était financé par la DATAR. La DATAR la finance tous les 10 ans et ça fait 40 ans qu'on trouve toujours le même résultat. Depuis 1989, le travail de Roger Brunet. Donc vous voyez, en France, eh bien, on n'a que Paris qui a... Mais par contre, alors, on n'a que Paris, mais évidemment, avec Londres, ce sont les deux villes les plus inscrites dans ces relations de longue portée. Contrairement au système allemand, tiens, je vais revenir, où on a 5 à 6 métropoles de statut européen, même s'il faut se méfier sur ces statuts, c'est pas du tout un classement, c'est pas des modèles à suivre, ce que je vous propose. Le reste des aires urbaines françaises, elles sont toutes en bleu. Alors, elles ont des fois des teintes différentes, mais le fait qu'elles soient toutes en bleu, c'est-à-dire qu'elles ont toutes un profil très similaire. Un tout petit peu, certaines, comme Lyon, Marseille, Toulouse, Strasbourg, en raison de ses fonctions politiques essentiellement, se distinguent un petit peu, mais n'a rien à voir avec les métropoles que l'on a observées, là, qui sont dans les teintes qui sont ici, en termes de spécialisation. C'est peut-être pas grave. Il n'y a peut-être pas que cette façon-là de vivre, d'être une métropole. Alors, donc on a vu qu'il y a différentes façons que les recompositions métropolitaines se jouent à différentes échelles. J'aimerais aussi qu'on ait conscience que ça transforme ces régions métropolitaines en leur sein, c'est-à-dire dans leur organisation spatiale interne. Le plus simple pour moi, c'est de vous présenter des travaux un tout petit peu anciens, mais dont les résultats ne changent pas quand on les actualise. Et c'est le cas francilien, puisque c'est le plus simple que l'on ait pour documenter, puis je pense que ça va vous faire des échos. Si on essaie de regarder les fonctions qui sont très associées à des formes de circulation, donc la logistique, les services financiers, les services aux entreprises, bref, tout un tas de fonctions qu'on a listées, je vais vous épargner cette liste, qu'on appelle des activités de production abstraites. On ne fabrique pas des biens, mais on fabrique des services et des objets immatériels qui renvoient à cette économie de l'innovation. Et bien lorsqu'on regarde leur localisation, ou plutôt que leur localisation, leur évolution dans le temps, ce que représente cette carte, on voit des transformations très fortes. Quand une commune ou un arrondissement est en bleu foncé, c'est qu'il perd ce type d'emploi. Quand il est dans les bleus clairs, c'est qu'il en perd relativement à la moyenne régionale. Et quand on est dans les teintes chaudes, c'est que l'on en gagne. Et vous voyez bien une évolution qui est double. Premièrement, il y a de l'étalement. Il y a par ailleurs de la multipolarisation dans les espaces un peu plus périphériques. On reste quand même au sein de l'agglomération. On n'est pas dans les villes américaines qui projettent des villes nouvelles très, très au loin, en dehors de l'agglomération. Et puis, on voit une recomposition dans l'espace central aussi, ce que l'on a appelé la fabrication du triangle centre métropolitain, ou d'une forme de débordement péricentral autour du centre traditionnel. C'est à l'œuvre, donc ça fabrique ce triangle, et c'est à l'œuvre en fait dans toute la première couronne désormais. Donc vous voyez, c'est pas simplement, je ne parle pas simplement du desserrement des activités de services banales qui vont avec une société de l'automobilité. Les gens nos concitoyens, nous-mêmes, avons tendance à utiliser beaucoup notre voiture. On va vivre plus loin. Donc évidemment, ça a créé de l'étalement et de l'éloignement des fonctions commerciales, par exemple, les centres commerciaux régionaux, c'est plutôt lié à la voiture. Là, ce que j'évoque, c'est que ces fonctions qui sont très associées à des circulations de longue portée, elles aussi connaissent des transformations spatiales. Il y a des formes d'étalement, mais c'est plutôt multipolarisé et ça transforme aussi l'intérieur de l'agglomération, les espaces les plus centraux.
Voilà, je vous montre quelques exemples parce que quand même, j'ai toujours peur que vous ne vous assoupissiez. Je me dis que des photos, ça vous intéressera autant que ce que je raconte. Fonctionnellement, c'est-à-dire que là, on a regardé la localisation, mais que font effectivement les agents économiques? On a beaucoup de mal à le dire parce qu'on a peu d'éléments pour le cartographier. Là, ici, on a eu accès aux appels téléphoniques des firmes localisées en Île-de-France, et on voit bien qu'elles ont tendance quand même à beaucoup s'appeler dans cet espace central. C'est-à-dire qu'on a peut-être des effets de multipolarisation, mais le cœur fonctionnel de l'agglomération, c'est bien cet espace central-là. Hein. Ça n'empêche pas des relations un peu plus centre-périphérie avec des pôles secondaires, mais on voit bien qu'il n'y a pas tout à coup la fabrication de villes qui seraient uniquement sur leurs extérieurs, sur le front d'agglomération. On a toujours des espaces urbains qui sont très insérés dans ces nouveaux modes de fonctionnement de l'économie. Alors ça nous donne, le cas francilien est archétypique, mais on pourrait s'amuser à faire des comparaisons avec des métropoles plus régionales en France, peut-être même celle de Strasbourg. On arrive à des formes de division par secteur d'activité et par fonction qui réorganisent l'espace interne à la région métropolitaine. Dans le cas francilien, on a ce triangle centre métropolitain, on a beaucoup d'activités d'affaires qui sont très reliées avec des échanges de longue portée. On a le cône plutôt dans lequel on trouve des activités de R&D ou de conception. Il y a les activités liées à l'armement, à l'électronique, à l'automobile, à la médecine pour partie. On trouve le couloir des fonctions aval, de production un peu plus concrète, la logistique, le recyclage, qui est une forme aussi de mobilité, on peut dire, de maintenance. Et puis ensuite, au fur et à mesure qu'on s'éloigne du cœur de l'agglomération, on a des profils d'activité qui, de plus en plus, tournent vers des activités de service aux populations résidentes. Et puis, parce qu'il y a une cartographie administrative, qu'il y a eu des politiques publiques qui ont concentré certaines fonctions administratives dans des pôles secondaires, des préfectures, des sous-préfectures, on a bien des pôles qui organisent un petit peu la vie locale à l'intérieur de cet espace-là. Géographie très multipolaire, qui tend à s'étaler, mais dans lequel continue de fonctionner comme une espèce de chaudron assez bouillonnant, le cœur de l'agglomération. Alors, voilà, j'ai brossé un petit peu ces transformations en essayant, j'espère en vous ayant convaincu, de rapprocher ces mutations des modes de production et la manière dont ça se déploie dans les espaces. J'ai toujours pas répondu à la question brûlante sur vos lèvres, évidemment, mais pourquoi ? Quel est l'avantage métropolitain ? Pourquoi est-ce que les agents économiques, les ménages, donc les actifs ou ceux qui recherchent du travail, les entrepreneurs, les organisations, les entreprises, et puis les investisseurs ont plutôt tendance à se concentrer dans ces espaces-là. Qu'est-ce qu'ils y trouvent ? Alors, pour vous l'expliquer, j'ai besoin de mobiliser quelques travaux que l'on appelle d'un courant d'économie qui s'appelle l'économie territoriale. Et on part d'un constat très simple, on se dit que la productivité d'une firme, c'est pas uniquement lié à ce qui se passe dans la firme. C'est lié aussi aux interactions qu'elle a avec d'autres agents économiques qui sont à côté, avec une université, avec une autre firme qui va lui proposer des services, avec des ménages qui vont venir consommer. Bref, on a une approche où on se dit la productivité des firmes ne tient pas qu'à elle-même. Et ça donne lieu à la compréhension finalement de deux types d'externalités positives. Alors je ne sais pas si je parle comme je vois bien que je parle comme un économiste et que c'est pas très heureux au niveau de l'oreille, mais ce qu'on essaie de dire, c'est que quand on s'agglomère, quand des agents économiques s'agglomèrent, ils bénéficient d'avantages, d'externalités positives qu'ils n'ont pas à payer, ou peut-être juste sous la forme d'un loyer, parce qu'il faut quand même être dans un espace, mais qu'on ne paye pas parce qu'on échange avec d'autres organisations qui sont à proximité. Et on a distingué deux formes d'économie d'agglomération que vous connaissez, donc je vais ratterrir à des choses plus triviales. Les premières, c'est ce qu'on appelle les économies de localisation, c'est les clusters. Alors je vais essayer de le définir. C'est une invention qui date de 1890, les clusters. C'est quand même pas quelque chose de très nouveau. C'est cet économiste Alfred Marshall qui nous dit, dans une formule d'une poésie confondante, « Les secrets de l'industrie sont dans l'air ». C'est sa façon à lui de nous dire que pour savoir où va un marché, quelles sont les innovations, quelles sont les attentes des clients, quelles sont les technologies qu'il faut mettre en œuvre,
eh bien, les entrepreneurs ont tendance à écouter ce que font les voisins. Hein, les secrets de l'industrie sont dans l'air, dans ce qu'on chuchote. Ces travaux-là ont fait un flop absolu, puisqu'ils ont été oubliés jusqu'à les années 70, avant que ces économistes territoriaux, comme on les appelle, les redécouvrent, le pape de ce courant-là étant Michael Porter, qui a inventé le terme de cluster. Et notez que lui, il l'a observé, ou plutôt ses étudiants l'ont observé, pas du tout dans une métropole. Ce fonctionnement-là, il l'a observé dans un vignoble, le vignoble californien, où il dit, regardez, vous avez des organisations qui alors il faut reprendre les termes américains parce qu'ils ont un mode de fonctionnement, un rapport au vin qui est différent. Il y a ceux qui cultivent les vignes et puis il y a ceux qui assemblent le vin, hein, une fois que le raisin est tiré. Bon, ça c'est le cœur du cluster, mais à côté, il y a toute une industrie en amont qui vient se greffer à proximité, en Californie, dans la vallée de la Napa. Ça va être des organisations qui travaillent sur l'apport d'eau, sur les pesticides, les engrais, la sélection des semences, des cépages. Et puis, il y a toute une industrie en aval. Alors, c'est des choses très simples. Hein. Ça va être la fabrication des bouteilles et des tonneaux, qui se fait localement, mais aussi le marketing, l'industrie du tourisme, qui va bénéficier de cet effet-là. Bref, vous voyez, on a un dispositif localisé dans une région, un cluster, qui travaille autour d'une activité principale et puis qui a un ensemble d'activités associées, académiques, financières et d'autres industries. Bon, ça, donc l'idée essentielle, c'est que dans un territoire comme ça, on arrive à bien se coordonner sous un effet de la proximité et que les firmes qui sont là gagnent à être ensemble. Elles sont plus productives que si elles étaient éloignées les unes des autres. C'est une pensée magique pour l'instant, parce qu'on n'a toujours pas compris pourquoi être comme quelqu'un me le soufflait cet après-midi, on peut être près et pourtant ne pas être proche. Hein. Mais là, donc pour l'instant, on a une pensée magique qui nous dit, voilà, on est près, donc on est proche, et ça crée des avantages. Alors, vous les connaissez bien en France, hein, c'est tous nos systèmes productifs locaux, la coutellerie à Thiers, la chaussure à Cholet, le décolletage dans la vallée de l'Arve, l'horlogerie dans la Suisse. Donc on n'est pas du tout sur une figure métropolitaine. Hein, ce n'est pas quelque chose qui est spécifique aux métropoles, ce type d'économie. Et pourtant, je vais vous montrer plus tard, ou peut-être que déjà je peux un peu le pointer, que si vous regardez l'industrie des semi-électroniques, c'est dans une région métropolitaine qui est à Taïwan. Si vous regardez les néotechnologies, je ne sais pas comment les appeler, mais enfin, vous comprenez bien que c'est dans la Silicon Valley. La finance à Hong Kong, le numérique à Londres, je caricature, hein, et puis le cluster de la mode, du design, pour partie à Paris. Ce qui a fait dire à certains de nos collègues qui ne sont pas avares de néologisme, et ils ont bien raison pour qualifier ça, que l'on est passé des clusters aux clusties, c'est-à-dire des clusters qui ont lieu dans les villes, in cities, clusties. Donc vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui est en train de s'urbaniser dans ces dynamiques de colocalisation autour d'une filière, autour d'un secteur. Et puis il y a autre chose, un autre type d'externalité positive que trouvent les agents économiques, une autre figure, qui est celle, très mythifiée là encore, de la ville. La ville qui serait cet espace dans lequel, c'est Jane Jacobs, là, une collègue marxiste dans les années 60, qui rappelle à quel point ce qui fait la vitalité économique d'une ville, c'est la variété, la diversité de ce qu'on y trouve. Et comme c'était plutôt une aménageure qui faisait de l'aménagement urbain, elle en a tiré quelques préceptes. Ça va peut-être vous rappeler des choses. Donc il faut insister sur le fait que les villes doivent être diverses pour que l'économie soit florissante. Pas de quartier monofonctionnel. Pas de vastes escalopes foncières, pas de vastes emprises foncières qui fracturent l'espace. De la mixité de tout type dans l'immobilier, y compris des âges. Pas de quartier fabriqué ex nihilo en même temps. Et puis la très forte densité. Il me semble que ça, c'est 40 ans après, ou 50 ou 60 ans après, est devenu une espèce de pensée commune de l'aménagement, et qui a été reprise en réalité par des gens qui n'étaient pas du tout marxistes, mais plutôt des néoclassiques, comme Michael Glaser, que vous voyez ici, de Harvard, qui nous explique que voilà, le succès des métropoles, c'est la diversité des fonctions qu'on y trouve, la diversité économique. Et il relie ça au fait que dans une économie de l'innovation, il faut être en permanence en train de croiser des activités différentes. On parle donc de fertilisation croisée,
même le président d'une eurométropole proche d'ici l'emploie dans la presse, hein, ce terme de fertilisation croisée. Et c'est un exemple que je vous donne. Voilà, la biologie n'existe plus en tant qu'activité industrielle ou activité de marché de manière autonome. Elle est connectée avec tout un tas d'autres secteurs. Là, vous voyez ici, je vous prends l'exemple d'une boîte parisienne, Capsule, là, qui installe des technologies connectées dans les chambres, dans les unités de soins intensifs, et qui, du coup, est en train de transformer la manière dont les infirmières rendent les soins auprès des patients. Donc c'est cette idée-là qui est très présente dans la littérature, que la diversité, c'est de là que naissent les innovations, et que finalement, les villes très spécialisées, elles viennent plutôt après, quand on est à des phases de production de masse. Et la thèse que je veux défendre avec vous, ou devant vous, je ne suis pas obligé de considérer que vous êtes convaincu avant de vous l'avoir dit quand même, c'est que l'avantage métropolitain, c'est la combinaison de ces différents effets. C'est donc plutôt une combinatoire que quelque chose qui leur est spécifique. Alors, et même si comparaison n'est pas raison, hein, je voudrais utiliser une image pour vous aider à toucher du doigt ce que j'essaie de qualifier là. Ici, je vous montre ce qu'on a appelé la longue traîne. Ça, c'est le modèle économique d'Amazon. Amazon, ou tous les distributeurs en ligne, ils font comme les distributeurs qui ont une surface réelle, comme la Fnac. Ils vendent ce qui est le plus populaire. Et ça représente un bout de leur revenu. Mais comme ils n'ont pas de coût de stockage, ces plateformes dématérialisées, elles arrivent à nous vendre des références ou des produits que personne ne veut. C'est-à-dire à part une dizaine de personnes, là, en bout de traîne, ils arrivent à la commercialiser puisqu'il n'y a pas de coût de stockage, ou très peu. Eh bien, par image, donc c'est complètement un effet rhétorique, hein, je ne vous ai rien démontré quand je fais ça, mais par image, je pense qu'on peut dire que les métropoles ont à peu près le même fonctionnement face aux autres espaces urbains. Si on considère qu'une ville offre un ensemble de ressources aux agents économiques, soit des ménages, des entreprises, des entrepreneurs, des investisseurs, eh bien les métropoles, par un simple effet de taille, offrent une beaucoup plus grande quantité de ressources. Ça a un avantage majeur dans une économie qui est incertaine, c'est qu'on réduit le risque de rareté. La quantité évite le risque de se trouver enfermé dans une trajectoire technologique qui devient démodée, de se trouver enfermé parce qu'il manque des ressources, parce qu'un marché de l'emploi, par exemple, serait saturé. Mais il y a d'autres effets qui accompagnent cet aspect quantitatif. Donc, vous voyez que j'ai bien dit en introduction que les mégapoles, donc les très grandes villes, ne sont pas des métropoles, mais j'insiste qu'il y a quand même un effet de taille dans ce qui se passe dans les régions métropolitaines. En Europe, sur la base des 20 régions métropolitaines là, qu'on a qualifiées tout à l'heure, le seuil, le plus bas, il est autour d'1 million, 1,5 million d'habitants. Mais il y a un nombre très important d'aires urbaines qui sont bien au-delà d'1 million d'habitants, qui n'apparaissent pas comme des métropoles. Hein. Ce n'est pas un facteur suffisant. Et avec la taille, viennent des effets de qualité. C'est assez fréquent qu'on observe que dans un saut quantitatif, ça transforme aussi la qualité d'un phénomène ou d'un objet. Eh bien, avec la taille vient une très grande diversité de ce que l'on peut trouver comme ressources. Vous allez trouver tout type de secteur d'activité quand vous recherchez du travail, ou un plus grand nombre de types de compétences quand on cherche des employés. De la même manière, pour des investisseurs, on va trouver une variété plus grande de types d'investissement. Il y a aussi un effet de spécialité. Vous allez trouver des fonctions qui sont rarement ailleurs. Si vous voulez quelqu'un qui est dans le droit des affaires internationales, vous allez plutôt le trouver dans une région métropolitaine qu'ailleurs. Donc, et puis des effets de sophistication. Bon, vous comprenez un petit peu là, ce que j'essaie de dire. Il y a donc quelque chose qui est assez spécifique en lien à cette taille et à ces qualités de ces régions métropolitaines. Et c'est là où on retrouve l'argument que j'ai essayé de vous fournir. On retrouve à la fois les économies de localisation, donc il y a des clusters, des secteurs et des filières qui sont très forts dans les régions métropolitaines, mais en plus, on trouve une très grande diversité qui permet ces processus de fertilisation croisée. Et c'est là le cœur de l'argument de dire que dans l'ensemble, comme les métropoles, ce ne sont pas des animaux très différents d'espaces qu'on trouve ailleurs, ce sont les mêmes processus, mais par contre c'est la combinatoire de ces processus qui leur confère une adaptabilité un peu plus grande dans les transformations de l'économie contemporaine.
Alors, ça va un petit peu au-delà, et ça, par contre, là, j'insiste, je pense que c'est quelque chose qui est à peu près un peu plus spécifique aux métropoles. Elles sont capables d'accéder à des ressources qui sont très lointaines. Moi, je parle d'hyperscalarité, parce que dans le marché des idées, il faut toujours avoir donné l'impression de trouver un nouveau concept, mais en réalité, il n'est pas de moi, donc ça ne marche même pas. C'est d'un collègue, là, qu'on tient ça, François Hacher. Donc, des régions métropolitaines qui sont très bien connectées avec des espaces lointains. C'est-à-dire que non seulement il y a les ressources proches, très spécifiques dans certains clusters, certains secteurs, certaines filières, de la diversité à proximité qui permet de renouveler le système productif, mais en plus, on accède plus facilement d'une région métropolitaine à des ressources lointaines. Et alors, c'est lié à des infrastructures matérielles. Toutes les aspirantes métropoles se battent pour avoir leur nouvel aéroport, leur nouvelle gare TGV, donc des infrastructures matérielles qui renforcent l'accessibilité. Mais il y a aussi des infrastructures qui sont logées dans ces équipements matériels et que je vais appeler des infrastructures immatérielles, que sont des groupes, comme là vous voyez Microsoft, qui sont eux-mêmes dans des échanges de longue portée. N'oubliez pas non plus les diasporas, qui ont un rôle très fort dans la mise en réseau des territoires métropolitains les uns avec les autres. Bref, il y a donc quelque chose qui est un peu plus intense dans les régions métropolitaines en termes d'infrastructures matérielles et immatérielles qui permettent d'accéder à des ressources lointaines. Ça, c'est un point, je crois, sur lequel il est important d'insister. Alors, et c'est pour conclure ce troisième élément de ma présentation, vous pouvez, enfin, j'ai toujours pas résolu le problème, c'est-à-dire qu'on a montré qu'il y a plein de ressources ici et là-bas. Okay, on n'a toujours pas réglé le problème fort bien formulé qu'on peut être proche et on peut être près et pas proche. Donc la question qu'on se pose monde académique, c'est comment cette abondance de ressources, abondance relative par rapport à d'autres espaces, finit par produire, par ces étincelles créatives, ces fulgurances productives, là, ces innovations. Et bien ça, on a plusieurs façons de le concevoir. Vous verrez de quel côté moi j'ai tendance à penser. Il y a une première lecture qui dit c'est un espèce de mouvement brownien, quoi. Il y a toutes ces billes, toutes ces boules sur la table de billard, elles s'entrechoquent, ça crée des étincelles, et puis ça se nourrit, les mouvements des uns nourrissent les mouvements des autres. Et comme on n'a pas de mot pour dire ça, on parle de sérendipité, du terme anglais, serendipity. On m'a appris récemment, source non vérifiée, que nos amis québécois préfèrent le mot de fortuitude. Et je trouve que quand même, c'est très élégant pour qualifier ce hasard qui n'est pas du tout une découverte récente. Simmel, en 1905, explique que la créativité, pourquoi les artistes se réfugient dans les grandes villes, c'est parce que l'anonymat leur permet de transgresser. Et l'innovation, c'est bien effectivement, on peut dire, sans rentrer dans une approche trop ethno ou anthropologique, une histoire de transgression quand même. Mais il y a une autre lecture que je privilégie, c'est que il me semble qu'en réalité, bien sûr, il y a ce mouvement brownien qui est à l'œuvre, mais il est supporté, soutenu par un ensemble de processus qui activent ces rencontres, ou c'est la mise en commun de ces ressources. Et c'est là où la pensée magique de la proximité géographique qui expliquerait tout a besoin d'être un tout petit peu raffinée, ce que l'on a fait là ces 20 dernières années, on n'a qu'à dire, dans la communauté académique. On a montré que deux agents économiques qui sont proches, on sait qu'ils n'interagissent pas toujours, vous le savez bien parce que vous n'interagissez pas forcément avec votre voisin, ou plutôt si vous le faites, c'est qu'il y a des choses à échanger, des ressources, il a le sucre et vous ne l'avez pas, et vous voulez le gâteau, et vous avez besoin de sucre. Et donc pour ça, vous avez mobilisé tout un tas d'outils de coordination. Ça peut être une relation marchande, vous arrivez avec un billet et vous lui dites je vais t'acheter un peu de sucre. Donc ça, c'est une façon de se coordonner. Ça peut être le fait que vous pensez appartenir à une même organisation. On fait partie de l'immeuble, on va à la vie, on participe au syndic. Donc il y a bien une communauté d'appartenance à une organisation. Ça peut être le fait que vous êtes tous les deux originaires du Berry et que ça, il y a un sentiment d'appartenance qui va vous permettre d'échanger plus facilement. Bref, sous cet exemple absolument trivial, on montre qu'il y a des formes de coordination par les réseaux sociaux, par des formes d'appartenance à un territoire, et puis aussi par des lieux, des événements qui aident à faciliter cette mise en commun des ressources. Là, je vous montre l'exemple
je dois avouer que je n'ai pas eu la curiosité de regarder si Strasbourg était équipé d'une cantine comme ça. C'est un espace que l'on trouve dans plusieurs villes de France, qui est un lieu, qui est à la fois un bar, à la fois un espace de discussion avec une salle de projection, un espace de coworking, vous savez, où les gens très connectés viennent poser leur ordinateur une demi-journée. Et ça, c'est censé permettre des rencontres productives. Hein, donc souvent, c'est un modèle économique qui est financé pour partie par de la subvention publique, pour partie par de l'activité de consommation, restauration, café, et parfois par de la location de lieux, évidemment, et parfois par des retombées sur les innovations qui sont créées. Donc ce que j'essaie de bien qualifier ici, c'est qu'il y a tout un ensemble de formes d'activation. Les entrepreneurs, évidemment, contribuent à activer ces ressources, c'est même ce qui fonde l'essentiel de leur activité. Mais pas que. Hein. Il y a des lieux, il y a des organisations séquentes, des associations qui font ce travail-là aussi. Ce qui pose de quoi réfléchir, et ce sera mon dernier point, puisque je crois que je suis à peu près dans les temps, mon dernier point, à essayer de penser comment cette dynamique de métropolisation est saisie par de l'action publique. Puisque là, on offre évidemment un peu de matière pour penser comment activer ces ressources. Ce sera mon dernier point. Alors, premièrement, je voudrais rappeler avec vous que les métropoles sont devenues, ou redevenues, devrais-je dire plutôt, un objet politique et un objet de politique. Il y a ce mot d'ordre là qu'on entend partout, nous voulons toutes être des métropoles. Alors des fois, quand on est trop petit, on dit qu'on va être le grand Poitiers, le grand je sais plus quoi, et puis dès que quand même on est des métropoles. Hein. Donc, je vous en ai mis quelques exemples que vous voyez ici. Je le tourne à la dérision, c'est juste pour vous amuser en réalité. Pourtant, pourquoi c'est juste pour vous amuser ? C'est parce que les régions métropolitaines, ce sont les endroits qui certes sont peut-être adaptés au fonctionnement d'une économie mondialisée, financiarisée, de l'innovation, mais qui cumulent quand même un sacré paquet de problèmes. La congestion, la pollution, la fragmentation socio-spatiale envers les populations plutôt riches, on est en Île-de-France, hein, Paris, l'Île-de-France, les populations plutôt riches, les populations pauvres et très pauvres, et ça va en s'aggravant hein, depuis 30 ans, il faut quand même avoir conscience des difficultés sociales, environnementales, qu'est-ce que j'ai mis d'autre et politiques, que créent ces espaces-là. Que ce soit dans les petites communes là, de 500, 1000, 1500 habitants qui sont aux confins des régions métropolitaines et qui s'enferment à travers le vote pour essayer d'éviter, le dernier arrivé ferme la porte derrière lui, et pour essayer d'éviter de nouvelles constructions, de gérer ses services entre soi, l'école entre soi, ou que ce soit les ghettos des riches, comme le qualifient certains collègues là, dans certains espaces de l'Ouest francilien, ça crée de la fragmentation politique. Vous savez peut-être que ce qui achoppe dans la construction de la métropole politique, administrative francilienne, c'est quand même la guerre sur les solidarités fiscales entre certains et d'autres. Hein ? Donc on a bien des processus. Enfin, la métropole, avant de vouloir devenir métropole, il faut y réfléchir à 2 fois, quoi, hein, quand même, pour toutes ces raisons. Et pourtant, ça continue d'être un mot d'ordre. Un mot d'ordre, et j'aimerais prendre l'exemple de celui qui incarne peut-être le mieux, ou que tant la communauté académique, que de manière autoproclamée, ou que les autres personnels politiques tendent à considérer comme celui qui incarne le mieux ça, eh bien, il faut participer là, du top 15 de ces métropoles européennes, parce que sinon, c'est le déclassement. C'est le déclassement, il n'y a pas d'alternative à ce type de mode de développement. Pourquoi ? Vraisemblablement parce que si, je reviens en arrière, tout ça c'est considéré comme étant des problèmes, il y en a un qui est devenu dominant dans une économie qui ne sait plus créer de richesse et n'accepte plus de ne pas savoir créer de richesse, donc avec un taux de croissance entre 0 et 1%, qui est, après tout, les métropoles. C'est peut-être comme ça qu'on va réussir à sauver notre économie. Et vous observerez, parce que vous avez peut-être déjà entendu parler des métropoles
il y a 40 ans, les métropoles d'équilibre, qu'on est passé d'un projet politique qui s'est complètement transformé. Les métropoles d'équilibre, je vous le rappelle, c'est l'État central qui, au titre de l'aménagement du territoire, c'est-à-dire face à Paris qui vampirise le territoire national, pense qu'on peut avoir un projet égalisateur en soutenant le développement de pôles métropolitains en périphérie. Donc il y a eu ces 8 premières, puis dans les années 70 on a rajouté quelques-unes qui forment aujourd'hui, je me suis amusé à le faire mais je ne vous le montre pas, l'ensemble des villes qui sont soit capitales des nouvelles régions, soit métropoles au titre de la loi qui vient d'être créée là. Eh bien, ces métropoles-là, elles servaient à un agenda politique qui était redistributionniste, d'essayer de faire une forme de keynésianisme spatial. Aujourd'hui, on a toujours plus ou moins ces mêmes villes, capitales de région ou métropoles désignées, mais il me semble que les objectifs ont largement changé, tant économiques que politiques. Et je vais insister là-dessus. Économique, bon, je prends une coupure de presse qui a le mérite de nous expliquer que les métropoles, donc là je suis sur le dispositif public, là, la création de 13 métropoles en France, et qui retrace tant la vie de l'État central, de la DATAR, que des maires des grandes villes de France. Et on y lit que la politique des métropoles, ce nouveau niveau territorial de l'action de l'État, ça sert avant tout, non plus à faire de l'aménagement du territoire, donc le keynésianisme spatial, ça sert au redressement économique. Donc on poursuit un agenda qui est avant tout de renouer avec des formes de croissance, et la communauté académique a largement soutenu ces travaux-là, puisque c'est notamment la communauté académique qui a pointé auprès de l'État, et notamment de la DATAR, l'enjeu qu'étaient les métropoles en termes de croissance économique. Alors, donc il y a un objectif économique, mais il y en a un autre, qui est toujours sous-jacent, qui est plus politique. Pour l'État, la création de ces 13 métropoles, ça vise à ce grand projet de réorganisation de la manière dont, collectivement, l'État rend ses services. On a la réforme de la carte régionale, mais il y a aussi les métropoles. Et ça, alors l'idée serait la baisse des dépenses publiques. Ça, c'est un discours de légitimation qui mériterait d'être analysé plus finement. Mais il y a bien un enjeu politique pour l'État central. Puis il y en a un autre, qui est un enjeu pour les grands-mères. Les grands-mères, les maires des grandes villes. Parce que on a quand même des élus qui voient à travers la consolidation de ce nouvel échelon politique un moyen de gagner de l'autonomie face à l'État, de gagner de l'autonomie face à la région, parfois face au département, ça se fait plus ou moins de manière plus ou moins coordonnée, avec des tensions ou pas, certaines phagocytent complètement le département, d'autres sont en tension. Mais enfin, il y a quand même cet agenda politique. Les deux allant assez bien ensemble, l'agenda politique et économique. Alors, je voudrais citer les travaux de notre collègue Martin Vanier qui nous dit, mais au fait, est-ce que d'un point de vue politique, ça a du sens si on pense que on crée des métropoles pour répondre à la manière dont nos économies, nos sociétés ont tendance à être hyper mobiles et hyper connectées. Et il dit, finalement, les métropoles, c'est une nouvelle intercommunalité qui a pour objectif de créer de l'action publique à une échelle qui est celle de l'agglomération, avec plus de compétences, moins de formes de contestation interne peut-être, que dans les intercommunalités où les communes quand même ont tendance à pas mal être en conflit parfois. Et il pose ces deux questions qui sont assez cruciales, me semble-t-il. D'abord, est-ce possible d'ajuster le périmètre institutionnel, c'est-à-dire le périmètre à partir duquel l'État, qu'il soit central ou local, rend ses missions de service, réalise ses missions, et il insiste quand même avec la plupart des politistes que c'est une course vaine. On a toujours cherché à courir après le bon périmètre, la bonne échelle. Et on y arrivera d'autant moins que, et c'est le deuxième point, c'est probablement pas pertinent parce que même si on s'élargit à l'échelle de l'agglomération, voire même de l'aire urbaine pour inclure les migrants alternants là, qui vivent dans
des petites villes ou dans des villages et qui viennent travailler tous les jours dans le cœur de l'agglomération. Même si on continue de s'élargir donc à l'échelle des aires urbaines, au sens de l'INSEE, le territoire métropolitain, il ne fonctionne pas comme ça. Il est pénétré de circulation à toutes échelles. Moi, j'en ai parlé une, c'est les circulations à distance. Hein. L'enjeu est peut-être autant de se coordonner avec des espaces lointains qu'avec des espaces proches. C'est horizontal parce qu'au sein même, je crois que je l'ai bien montré avec le cas francilien, que ce soit d'un point de vue économique ou social, il y a une très forte hétérogénéité des territoires à l'intérieur. Donc c'est pas parce qu'on harmonise à un niveau de l'agglomération qu'on sait travailler avec ces différences-là, qu'on cherche à les réduire ou à les maintenir, peu importe quel agenda qu'on poursuit. Et puis verticalement aussi, parce que dès qu'on intervient dans les régions métropolitaines, il y a un enjeu pour les riverains, c'est un enjeu de quartier, il y a un enjeu du pouvoir municipal généralement, mais aussi du pouvoir de l'agglomération. Parfois c'est la région, parfois c'est l'État, parfois c'est l'Europe, qui ont leur mot à dire. Donc il y a une territorialité qui, à un point donné, est toujours percluse de multiples échelles. C'est pour cela que Martin Vanier conclut sur ce point en disant que peut-être plutôt que d'insister sur la construction un peu vaine d'un nouveau pouvoir d'agglomération intégré autour d'une institution qui aurait un patron avec le suffrage universel qui arrivera vraisemblablement, eh bien que ce qui compte, c'est quand même plutôt de construire des outils de gouvernance métropolitaine, c'est-à-dire où on arrive à faire que des souverainetés qui sont multiples, publiques, privées, multiples échelles, multiniveaux, je pense que ça, c'est quelque chose qui apparaît maintenant, après ce que je vous ai évoqué, qu'on arrive à les coordonner. Hein. Alors, j'ai essayé d'insister là sur les métropoles comme objet de politique. Maintenant, on pourrait s'intéresser un peu au contenu des politiques qui sont mises en œuvre au titre de la métropolisation. Et alors je vais être abominablement caricatural, donc vous aurez raison de dire que je me trompe, pour partie, puis après j'essaierai de défendre le bout de gras dans l'échange, mais il me semble quand même que à la grosse louche, dans les années 80-90, dans les pays anglo-saxons, et puis depuis les années 2000 et jusqu'à nos jours en France, on a quand même eu des politiques de métropolisation qui ont tendance à insister sur un aspect de la mise en réseau qui est celui de la concurrence entre les territoires plutôt que la coopération ou la collaboration entre territoires. Or, on sait qu'une firme, si on doit prendre cette image, bien sûr qu'elle est en concurrence sur des marchés, mais elle a besoin de s'associer avec d'autres entreprises qui sont localisées au loin. Il n'y a pas que des relations de concurrence dans le monde économique. Dans le monde politique, c'est pareil. On sait bien que on se tape dessus à un moment donné, puis après on construit des coalitions qui forment de la coopération. Hein. Eh bien, ici, il me semble qu'il y a eu une réduction de l'enjeu économique de participer de ces circulations de longue portée à un terme qui a au début été dit de compétitivité et qui maintenant est plutôt d'attractivité. On sera métropole quand on saura attirer des sièges sociaux, des investisseurs, des ménages qualifiés. Donc une espèce de culture des exogènes, on les appelle dans le vocabulaire des développeurs économiques parfois. Et ça a des conséquences à la fois dans la communication. Vous voyez bien que ce terme arrive de manière très régulière, mais ça informe aussi des politiques publiques. Je vais vous prendre l'exemple d'une métropole, alors je ne prends pas celle de Strasbourg parce que je la connais bien trop mal et puis que vous êtes bien plus compétent que moi, on va dire ça comme ça, au sens où je ne veux pas non plus vous pousser vers la sortie là, ou me faire jeter dehors non plus, mais prenons Bordeaux. C'est quoi le projet d'une métropole attractive ? C'est alors l'ambition d'accéder au rang de métropole européenne. Ça, on a bien compris, on est dans cet agenda-là, qui est repris d'autres métropoles. Et puis, c'est quoi ? C'est un agenda qui repose sur des politiques de croissance, alors croissance démographique, croissance en nombre d'entreprises, croissance en nombre d'investissements captés. C'est mettre l'accent sur l'infrastructure matérielle. Donc, à Notre-Dame-des-Landes, ce sera un autre équipement. Ici, ça va être vraiment la ligne TGV, dans les deux sens, vers Paris et vers Toulouse. Et puis, des opérations d'aménagement d'envergure nationale. Ça, c'est un programme que l'on retrouve
à peu près partout, quoi, en ce moment, dans toutes ces métropoles, qui pourtant cherchent à se différencier les unes des autres. Alors c'est lié notamment à la circulation des modèles de politique publique. Et là-dessus, la communauté académique est pour partie responsable, je l'ai déjà fait mon mea culpa, les agences d'urbanisme, les conseillers en développement économique, qu'ils soient privés ou semi-publics, les aménageurs, on participe tous un petit peu quand même de la reproduction ou de ce que la communauté académique appelle la mobilité des politiques publiques. Hein, parce que peut-être que une agence d'urba va vouloir aller voir ce qui se passe à Francfort, et puis qu'on va s'imiter, et que du coup on va vraisemblablement adopter des solutions qui se ressemblent beaucoup. Alors, 3 politiques publiques que j'ai voulu passer au crible rapidement pour terminer mon propos. Le premier, c'est les politiques de marketing territorial. On avait plutôt des politiques, alors c'est une science, ou plutôt une pratique qui a toujours existé. Il y a toujours un maire qui a voulu mettre en avant l'excellence de son territoire. C'est devenu une pratique professionnelle, on va dire dans les années 80, 90, et puis maintenant institutionnalisée, avec un groupe professionnel, des développeurs économiques qui sont formés autour de ces notions de marketing territorial. Et, alors j'ai pas fait attention aux villes que j'ai choisies, donc c'est comme ça. J'ai pas, et puis peu importe, de toute manière. On voit que là, il y a une tendance qui est à la fois de chercher à attirer des exogènes, dans le vocabulaire, hein, donc des entreprises qui ne sont pas ici, alors même, et plutôt internationales, alors qu'on a des statistiques qui nous montrent qu'on n'a pratiquement pas de création d'entreprises, qu'on arrive très peu à étrangères. Le nombre d'emplois créés avec les investissements directs étrangers est très inférieur à 1% de la création d'emplois en France. Hein. Et puis, de plus en plus, voilà, les investisseurs. Les investisseurs là, qui vont fabriquer des équipements, qui vont fabriquer de l'immobilier tertiaire, de la logistique, un beau centre commercial, bref, des investisseurs privés qui viennent évidemment en substitut à des gouvernements locaux exsangues financièrement. Hein, c'est plutôt un problème de dette là qui explique cela, pour partie en tout cas. On appelle ça l'urbanisme d'austérité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça ou si vous le vivez dans vos pratiques. Et donc l'idée, c'est de faire venir des investisseurs qui vont moderniser l'espace dans lequel les entreprises se logent et qui, du coup, vont rendre le territoire attractif. Très fréquemment, et ce n'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, le bilan, c'est qu'on crée de nouveaux bureaux et ça sert surtout à loger l'entreprise qui était à côté, qui veut déménager pour avoir des bureaux plus modernes. Hein. On joue beaucoup au taquin, en fait, en faisant ça. Deuxième type de politiques qui sont impactées sont les grands projets urbains. Alors, à l'échelle française, ça va plutôt être autour de la connexion TGV, puisqu'on cherche à être métropole française, hein, au regard de la cartographie européenne que j'ai montrée, à part quelques-unes là, qui vraiment ont des ambitions européennes. Et donc, ça passe par des grands projets urbains, où on va retrouver un ensemble d'ingrédients, donc la proximité à une infrastructure, peu importe laquelle, et puis de l'immobilier tertiaire pour attirer des sièges. Finalement, on n'y coupe pas beaucoup où que l'on soit. Et là, quand même, vous m'excuserez, mais je trouve que le projet là, donc Wacken est assez emblématique. Là, je vais vous montrer là, ce petit extrait là, que je prends. Alors, il ne faut peut-être pas prendre au mot les plaquettes, hein. J'en ai bien conscience. Hein. Mais voilà, l'ambition est claire, capitale européenne. Accessibilité et attractivité, rayonnement, attractivité, et on a donc un quartier d'affaires qui serait projeté, qui va supposer d'aller au salon du MIPIM régulièrement pour essayer de convaincre des investisseurs de le financer. Hein. Et puis c'est aussi, alors là, c'est un peu plus discutable, mais je crois que la nouvelle loi là, qui fonde les métropoles le confirme en fait. On a une forme de gouvernance urbaine simplifiée, on parle de gouvernance économique, où, au titre du rayonnement métropolitain, il s'agit de s'associer pouvoirs publics, locaux et milieux entrepreneuriaux. Alors, comme on ne sait pas s'associer avec des milieux entrepreneuriaux qui sont très loin, on le fait avec ceux qui sont à côté, et on développe des marques, hein, évidemment, et puis des formes de coopération
qui vont bientôt être inscrites dans la loi avec les conseils de développement, où on peut s'imaginer que les milieux entrepreneuriaux auront toute leur place pour exprimer comment, collectivement, on peut renforcer le potentiel métropolitain d'une agglomération donnée. Donc des formes de gouvernance qui tendent à rapprocher milieux entrepreneuriaux, ou certains milieux entrepreneuriaux, parce que ce n'est pas exclu évidemment de frottement. Il n'est pas toujours évident pour un artisan, même à travers sa chambre de commerce, qui a donc un marché très local, de se faire entendre face à des multinationales qui, elles, sont projetées et qui incarnent des formes de rayonnement, ou bien qu'une industrie du BTP qui, elle, va transformer physiquement et donc symboliquement l'espace métropolitain. Alors, et je terminerai mon propos là-dessus, voilà, comme ça je serai juste dans les temps. Si mon analyse n'est pas complètement fausse, je crois que du coup, quand on met en parallèle les évolutions que j'ai qualifiées comme étant de métropolisation d'un côté et les politiques publiques qui tendent à se développer, il y a 2 points qui me paraissent être un peu impensés dans l'action publique. Le premier, c'est que à jouer la carte à tout crin de la concurrence interterritoriale, il est assez difficile de penser et de se projeter dans une stratégie qui essaie aussi de tirer profit, mettre en valeur des relations avec d'autres territoires lointains. Or, je crois que maintenant, en tout cas c'est la thèse que j'ai défendue, l'avantage métropolitain il repose là-dessus. Et pour finir de vous convaincre, j'aime bien citer l'exemple de la Silicon Valley. On sait que la Silicon Valley, qui n'est pas, qui est un modèle entre guillemets, parce qu'il y a quand même quelques légers problèmes dans la Silicon Valley quand même sur le type de société que ça construit, mais ça repose bien sur des échanges multi-acteurs, des entreprises, des universités, les gouvernements locaux, les administrations, des associations, etc., etc. Je ne veux pas vous refaire mon numéro, mais la Silicon Valley, c'est aussi Taïwan. Les semi-conducteurs, ils viennent de là-bas. Et puis les softwares, ils ont été largement développés à Bangalore. Et donc, n'insister que sur ces formes de concurrence, c'est évidemment ne pas s'équiper pour essayer de penser. Et là-dessus, je n'ai pas beaucoup de propositions à vous faire, c'est quand même plutôt à vous, collectivement, d'y réfléchir, me semble-t-il, sur la manière dont on renforce ces formes de coopération. Ce n'est pas forcément qu'un problème d'action publique, Il ne suffit pas de signer une charte d'accord avec San Francisco. C'est bien la mise en œuvre, l'activation de ces ressources distantes. Puis le deuxième point, alors que ces politiques d'attractivité ont un effet probablement assez contre-productif de banaliser les spécificités de chacun des territoires qui sont aspirants métropoles, parce que chacun va avoir sa filière d'excellence du numérique, sa filière d'excellence je sais pas moi, des médias, de la santé, enfin, combien de métropoles en France pensent être excellentes dans le domaine de la santé ou dans le numérique, enfin, c'est quand même assez banalisé. Moi, il me semble qu'il y a un facteur que l'on ne met pas assez en avant, c'est que ces machines métropolitaines, leur plus grosse difficulté, c'est qu'elles ont du mal à fonctionner. Je vous renvoie aux problèmes de congestion, de pollution, la fragmentation sociale. Bref, c'est la ville ordinaire, c'est la capacité à aller, que le cadre du trading, le cadre des services financiers, quand sa nounou est bloquée dans les transports en commun, qu'il ne peut pas aller à l'heure au travail, ça, c'est quelque chose qui pose un problème en termes de fonctionnement économique. Donc la ville ordinaire dans tout cela, c'est important. Les transports. Évidemment, notamment les transports en commun, si on a pris le virage de réduire l'automobilité. Puis des fonctions, le cariste ou la personne qui assure le chargement des bagages dans un aéroport, pour moi il est aussi métropolitain, il a une fonction aussi essentielle que le cadre qui va aller se promener dans cet avion. C'est aussi des services ordinaires, l'éducation, mais pas l'université, pas la recherche, ça aussi certainement que ça compte, mais l'éducation de base, l'accès aux soins. Bref, toutes ces fonctions qui emploient la classe moyenne, et la classe moyenne ouvrière, ou des fois, c'est mal dit, je trouve plus mes termes parce que je me fatigue, mais un peu, oui, les classes aussi paupérisées, qui votent avec leurs pieds, pour celles qui le peuvent. La région Île-de-France
perd de la population sur les classes moyennes qui ont encore la possibilité de dire je trouverai du boulot ailleurs. Donc c'est les infirmières, ce sont les enseignants, quand ils peuvent, en ayant suffisamment de points d'ancienneté, s'en aller. Bref, c'est pas tant les cadres qui s'en vont. Eux, ils sont complètement captifs. C'est là qu'est leur marché de l'emploi. Ce sont les classes moyennes. Et puis évidemment aussi, ce sont ceux qui sont dans les situations de difficulté les plus fortes, de précarité, qui assurent le fonctionnement quotidien. La cuisine dans les restaurants, l'entretien, là, après, tout à l'heure. Voilà, ce sont des métiers qui font marcher le logiciel métropolitain et qui sont relativement oubliés en raison de cette course à l'attractivité, qui est une autre façon de reformuler cette croyance ou cet espoir qu'on va renouer avec des formes de croissance économique prochainement.